Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce matin et surtout bienvenue. Bienvenue pour suivre cette conférence organisée par Microsoft et les Échos sur la thématique de la résilience et les opportunités qu'elle offre aux entreprises. Nous allons avoir un programme en 3 temps et vous allez pouvoir suivre ça avec nous avec une première interview. Nous avons la chance, l'extrême chance d'avoir Loïc Perron, le navigateur, avec nous pour nous expliquer comment lui vit la résilience à travers son activité. Et ensuite, nous aurons 2 panels, 2 tables rondes avec plusieurs invités que je vous présenterai dans un deuxième temps. Loïc Perron, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On est vraiment ravis de vous avoir. Et puis, la première question qu'on se pose surtout, c'est pour un navigateur, ne pas être en mer, ça doit être terrible. Donc, expliquez-nous un peu cette année 2020, comment elle s'est passée pour vous. Elle n'a pas été très humide d'un point de vue navigation, c'est vrai. Il y avait beaucoup, pour plein de marins, il y avait de marins professionnels, en tout cas, qui ont la chance de faire des régates un peu partout, des Français comme étrangers. Et bien, la quasi-totalité des épreuves de vol ont été annulées, sauf le fameux Vendée Globe, qui est toujours en train de nous faire rêver autour du monde. Ils ont franchi l'équateur il y a peu de temps et reviennent vers les Sables d'Olonne. Mais à titre personnel, non, j'ai peu navigué, pas assez. Il y a un autre événement, heureusement, voilà aussi, qui est intéressant en ce moment, c'est la Coupe de l'Amérique, dont l'épreuve finale, la Coupe elle-même, aura lieu dans un mois en Nouvelle-Zélande. Et puis, dont les épreuves préparatoires sont en ce moment et sont assez passionnantes. Et alors, comment vous compensez ce manque d'activité, ce manque d'adrénaline? Est-ce que vous avez des moyens? J'ai la chance d'être extrêmement privilégié, je le dis souvent, j'ai la chance de choisir mes souffrances, donc je ne m'en plains pas. Et en mer comme pas en mer. D'ailleurs, les marins passent en général plus de temps à terre qu'en mer. Hein. Je parle de mon activité. On prépare les voyages suivants, les épreuves suivantes, les plans, les dessins. Donc, j'ai la chance de travailler pour le chantier naval qui fabrique des bateaux de croisière, des très beaux bateaux de croisière, les gunboats, les outre-mer, à la Grande Motte en France. Et puis, de préparer d'autres épreuves et puis d'autres modes de navigation. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant. Puis de faire du kite ou du wing foil, je ne sais pas si vous voyez, c'est ces petits engins qui volent au-dessus de l'eau. C'est le grand truc. En ce moment, tous les marins n'ont plus envie de toucher l'eau. Et c'est un vrai bonheur quand on peut le faire. Mais c'est vrai que... Mais ceci dit, je pense que le thème général de la résilience est intéressant parce que ça donne l'impression dans vos titres que l'on découvre. Le marin, lui, ne découvre absolument pas le creux des vagues. Il s'attend à chaque fois qu'il y a eu une bosse, derrière une bosse, il y a un creux. Donc on est en permanence en train d'accepter la sinusoïde quand on est en mer, et quand on est à terre, on devrait le faire aussi. À chaque fois que tout va bien, il faut s'attendre à ce que ça aille un peu moins bien. Et c'est la bonne leçon permanente que les marins vivent tout le temps, c'est qu'on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé le lendemain ou dans les heures qui suivent ou dans les semaines qui viennent. À chaque fois, on est dans l'expectative, on est d'un tempérament fataliste quand on est en mer ou ailleurs, mais optimiste parce que c'est le seul moyen de faire les choses. Mais est-ce que vous essayez de vous préparer à l'imprévisible? Est-ce qu'il y a une manière d'anticiper ces creux, justement? Oui, on s'y prépare. On sait que c'est imprévisible. La prévision météo, par exemple, la manne qui fait qu'un bateau avance ou n'avance pas, c'est la force du vent, bien entendu, qui ne doit pas être trop importante ou trop faible, dont la direction, si possible, doit être avec un bon angle. Donc, en fonction des prévisions, lesquelles ne dépassent jamais 15 jours. Donc, même quand on part s'attaquer à un record autour du monde, on doit mettre 40 jours, moins de 40 jours à faire le tour de la planète en équipage, le fameux trophée Jules Verne, eh bien, une prévision à peu près que sur une dizaine de jours après le départ. Ça veut dire que les 30 jours suivants sont totalement aléatoires. Il faut composer avec. C'est intéressant comme leçon, c'est de se dire et ça veut dire qu'on prépare donc nos armes, on prépare les bateaux, on prépare les équipages à être efficace, quelles que soient les conditions météo. Et j'oserais même dire que quand les conditions météo sont bonnes, il est normal que tout le monde aille bien. Quand les indices économiques vont bien, toutes les entreprises vont bien. C'est trop facile. On va reconnaître les bons au moment où il n'y aura pas assez de vent ou trop, ou quand l'état de la mer sera déchaîné ou trop calme. Donc dans les conditions extrêmes, il faut s'y préparer. On s'y prépare comment? On s'y prépare avec des bateaux capables de répondre à toutes ces conditions. Donc globalement, on essaye de ne pas trop se spécialiser pour les conditions optimales, mais au contraire, on essaye d'élargir le spectre de compétences et des équipages des bateaux pour s'adapter justement à toutes les situations. Et d'accepter aussi le fait que
une chose intéressante, quand on est en mer, on ne peut pas dire stop. On peut pas dire stop, j'en ai marre, j'arrête, c'est fini, je me coupe la clé de contact. Non, le meilleur moyen de s'arrêter, c'est de continuer. Donc c'est une drôle de leçon de vie d'ailleurs, de se dire qu'il va falloir, quelles que soient les conditions météo, accepter. Et puis une autre chose importante, les parallèles ne sont jamais toujours tous évidemment adaptables, on est d'accord, mais en mer, quand on est en compétition, en tout cas, ce qui est le cas aussi à terre dans tous les domaines, le but du jeu, quand on veut gagner, c'est pas d'être le plus rapide, mais c'est de ne jamais être le plus lent. Et c'est ça tout le truc. C'est dans les phases de transition, des phases de transition compliquées, dans les creux de vague, dans les phases de freinage, quand on a un parallèle avec la compétition automobile, c'est là où on va reconnaître les bons pilotes. C'est pas du tout dans la capacité d'aller vite en ligne droite. Ça, c'est pas très compliqué. Il suffit d'appuyer sur le champignon le plus vénéneux. Mais au contraire, il faut savoir ralentir bizarrement, mais à chaque fois moins que les autres. Donc même dans les phases plus lentes, enfin dans les phases les plus difficiles, il faut continuer à avancer. Ça, c'est vraiment aussi un paradigme que les entreprises et les entrepreneurs essayent d'appliquer aujourd'hui. Donnez-nous un ou deux exemples de situations vraiment très extrêmes dans lesquelles vous vous êtes retrouvés. Oh, alors en bateau à voile, si malgré mon jeune âge et autant de cheveux blancs, c'est parce que j'ai fait du multicoque en solitaire. Et c'est l'exercice à la voile le plus dangereux qui soit, particulièrement sur les trimarans de 18 mètres, qu'on appelait trimarans Orma, les époques de Fujicolor, Primagaz et autres, Pierre Ier, Florence Artaud, tous les amis disparus malheureusement. Et ces bateaux avaient une certaine propension à chavirer très vite, en quelques secondes, et on se fait des vraies angoisses en fait. Bizarrement, l'augmentation de la taille de ces trimarans, maintenant on les appelle les ultimes, bateaux sur lesquels j'ai gagné la route du Rhum il y a 4 ou 5 ans déjà, sur un énorme trimaran, paradoxalement c'est plus stable, c'est beaucoup plus dur physiquement, mais c'est un petit peu moins stressant. Tout est relatif. Les stress, il y en a de toute manière, enfin de toutes sortes. Ou en solitaire, il y a des décharges d'adrénaline. On sait qu'on vient juste de sauver sa peau par hasard et avec un peu de chance parce qu'on n'a pas chaviré. En ce qui me concerne, je n'ai jamais chaviré. Je touche du bois, il n'y en a pas beaucoup ici. Mais en équipage, on se fait beaucoup plus d'angoisse. Et c'est évidemment toute la grande difficulté des chefs d'entreprise, c'est qu'ils ne sont pas seulement angoissés pour leur propre avenir, mais d'abord celui de leurs équipages. Et la responsabilité du chef d'entreprise ou du skipper est là. Les épaules doivent être solides quand à la veille d'un départ d'un Jules Verne, on va partir à 14 autour du monde, et je suis skipper, et chaque femme de marin passe devant moi et vient me dire « tu me le ramènes ». Donc ça, ce sont des moments intéressants, ce sont des moments de responsabilité qui sont passionnants à vivre, mais qui heureusement arrivent quand on a un petit peu plus de cheveux blancs. Bon, quoique j'ai été skipper quand j'avais 19 ans, et de personnes plus âgées que moi aussi. C'est intéressant aussi, cette hiérarchie indispensable à bord d'un navire dans lequel celui qui, non pas dirige, mais en tout cas qui est responsable des autres, doit se sentir légitime et coopter. C'est ça ce qui est important. Et après, la beauté d'un équipage, c'est justement quand le skipper comprend que son boulot, ça n'est pas que bien faire son travail, c'est d'aider les autres à bien faire leur boulot. C'est avant tout ça, à mon avis, la belle alchimie d'un équipage. Et souvent, il s'avère que les marins solitaires sont très souvent des très bons skippers, pas tous, bien entendu, mais très souvent, pourquoi ? Parce qu'ils ont eu l'obligation, dans leurs activités solitaires, de toucher à tout. On ne peut pas être bon partout, mais on n'a pas le droit en solitaire d'être mauvais quelque part. Et ça veut dire qu'on connaît la difficulté du travail des autres quand on va le faire faire par d'autres. Et c'est un peu l'école McDo, j'oserais dire. J'aime pas trop cette grande distribution, mais il y a encore moins la bouffe au fond. Mais en tout cas, j'ai l'impression que chez eux comme ailleurs, le système consiste à faire en sorte que tous les partenaires d'une entreprise aient conscience de la difficulté du travail de l'autre, pour l'avoir fait soi-même un jour. Cette question que vous décrivez de l'équipage et de mener un équipage, il y a aussi la question de la confiance qui vient avec. Vous ne pouvez pas tout faire quand vous êtes en équipe. Donc, comment vous accordez cette confiance ? Comment vous l'entretenez sur le bateau et surtout dans les moments difficiles ? Déjà, on ne recrute pas que des jeunes. et on garde souvent... les marins durent longtemps. J'en suis une preuve malheureusement évidente, mais... parce que cette fameuse expérience dont on ne sait jamais de quoi elle est faite, mais elle est faite essentiellement d'accumulation non pas d'échecs, mais souvent d'erreurs, fait qu'il faut un doux mélange, me semble-t-il, de regards neufs et de personnes qui ne sont surtout pas sûres de quelque chose, parce que les certitudes, ça ne sert absolument à rien, mais quelques convictions parfois, quelques sentiments, beaucoup de partage de confiance. C'est vrai que
il y a des moments où on a des petites pertes de conscience. Une fois de plus, le fait de faire du solitaire impose une sensibilité un peu à fleur de peau. Quand on est sur un trimaran, je vous le disais tout à l'heure, qui peut chavirer en 10 secondes, qu'on fait confiance à un pilote automatique en étant tout seul, c'est parce qu'on a réduit un petit peu la puissance sur les voiles, mais on n'est jamais à l'abri, on peut chavirer. Ça veut dire qu'on est à l'écoute en permanence. L'oreille, c'est l'instrument le plus important à bord d'un navire, et dans une entreprise aussi, à mon avis. La communication, le fait d'entendre les bruits, d'entendre les silences parfois, parce que ce sont ceux qui sont les plus dangereux. Quand il n'y a plus de bruit sur un trimaran, ça veut dire qu'on est en train de chavirer, justement, parce qu'on ne touche plus l'eau. Et quand un équipage ou quand un barreur prend la place d'un pilote automatique, eh bien, moi, je sais reconnaître de l'intérieur du bateau qui barre. Et en fonction des mouvements, en fonction des bruits. Et c'est vrai que certains barreurs inspirent moins confiance que d'autres. Et ça veut dire qu'il faut déléguer, il faut savoir déléguer, il faut savoir de temps en temps froncer les sourcils. J'ai hérité ça de mon papa commandant, qui avait déjà une certaine autorité. Et c'est pas en haussant le ton, c'est juste en canalisant un petit peu les ardeurs des plus jeunes parfois, qui ont envie d'aller très vite, en leur expliquant que le meilleur moyen de finir une course, c'est de gagner une course, c'est de la finir. Et le plus beau moyen de la finir, c'est de la gagner, c'est vrai. Mais il faut d'abord finir. Donc préserver le matériel, préserver l'équipage, accepter la vitesse moyenne. C'est pas la croissance à 3 chiffres aujourd'hui qui nous intéresse, c'est une éventuelle croissance, pourquoi pas, qui n'est pas toujours naturelle, me semble-t-il. Il faut accepter les hivers et les automnes pour enfin apprécier les printemps. Et vous l'avez mentionné, mais la notion d'erreur est également extrêmement importante. Elle fait partie de la vie des entreprises, elle fait partie de la vie de votre métier. Quelles seraient, selon vous, les 2-3 plus grosses erreurs que vous avez pu commettre lors de sorties ou de courses ? Alors, une différence entre le monde de la compétition, la voile particulièrement, et le reste du monde de la compétition et de l'entreprise, c'est qu'en voile, surtout sur certaines épreuves comme le Vendée Globe, on voit très bien qu'on n'est pas du tout obligé de gagner pour réussir. C'est quand même une chance extraordinaire, mais qui n'est pas idiote. Gagner, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est battre absolument l'adversaire ou est-ce que c'est avoir la satisfaction collégiale d'avoir exploité 100% ou tout le potentiel des outils dont on disposait? C'est ça ce qui est beau. Donc, des erreurs, heureusement qu'on en fait le meilleur moyen. Celui qui gagne, ce n'est pas celui qui est meilleur que les autres, c'est celui qui va justement faire un petit peu moins d'erreurs que les autres. On passe notre temps à faire des conneries tout le temps. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est une succession permanente d'apprentissage et on va faire en sorte... Alors, vous me demandez les quelques erreurs. Oui, j'ai failli perdre par 2 fois un homme en mer, ce qui n'est jamais arrivé. C'était une erreur C'était une vraie erreur sur le moment. J'en fais encore des cauchemars 15 ans après. Des sueurs froides, vous savez, ces fameuses sensations où on se retrouve comme ça en train de visualiser des situations qui auraient pu arriver. Il y en a tellement des erreurs, j'ose même pas les lister. Il faudrait que je fasse un autre bouquin là-dessus, c'est vrai. Et est-ce que vous après une course, après une sortie, est-ce que vous prenez un temps de réflexion, d'introspection sur ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, pour justement apprendre et avancer? Alors, c'est un sport sur lequel la digestion est lente. C'est un sport à maturation lente, mais on rumine en permanence. Le bol alimentaire de ce que l'on a appris au fur et à mesure, et ce qu'on apprend au fur et à mesure d'une course. Regardez un Vendée Globe, ça dure 80 jours. C'est l'un des sports les plus lents du monde, bizarrement. Et donc, on est en perpétuelle cogitation, en perpétuelle méditation, où tout dépend des philosophies des uns et des autres, mais ça n'est pas un 100 mètres qui va durer 10 secondes et qui nécessite énormément d'expérience avant et après, beaucoup d'analyses foulée par foulée. Ben là, chaque mètre, chaque vague, va nous laisser le temps d'apprendre en général, ou d'analyser. Sur des épreuves un peu plus courtes comme la Coupe de l'Amérique, alors là, pour le coup, on partage l'analyse avec une dizaine, vingtaine de personnes, c'est un gros travail, mais le solitaire permet de travailler beaucoup sur soi-même, bizarrement. Pas seulement à l'arrivée, non, les arrivées, en général, j'essaye de breaker un peu, parce qu'une fois de plus, comme c'est très long, le stress et l'environnement est quand même relativement hostile. Quand j'arrive, une arrivée de route du Rhum, on est en Guadeloupe, c'est un joli pays, tout va bien, on est une belle région, mais j'ai du mal à me déguiser en touriste, il faut que je break totalement et que je ne vois plus de bateau pendant un certain temps.
Donc le fait de faire des pauses aussi est important dans ce type de situation, j'imagine. On arrive déjà malheureusement à la fin de cet entretien. J'aurais eu plaisir à continuer encore longtemps, mais peut-être pour nous donner un petit peu une respiration. Quel est votre futur? Comment vous envisagez? Comment vous préparez l'après, le retour à l'heure normale, si on peut imaginer qu'il arrive un jour? Alors, moi, j'en suis à un stade de ma carrière où je suis en longue finale. Pour les passionnés d'aviation, il faut comprendre ce que c'est. Je sais inexorablement que je vais me poser un jour. Et il est temps que ça se calme un peu. Hein. Je viens de passer les 61 ans, j'ai traversé 50 fois l'Atlantique et quelques tours du monde. Mais bizarrement, j'aimerais bien que ça continue encore un petit peu. Mais au fur et à mesure des années qui passent, la tête continuerait bien, mais on aimerait bien continuer, mais mes petits muscles, déjà pas très développés, auront beaucoup de mal à être à la hauteur des envies. Et donc, je vais doucement calmer le jeu en temps de solitaire, bien entendu, c'est dur, et en équipage. Et puis, du convoyage, beaucoup de conseils pour des chantiers navals, pas mal de modes de navigation prévus en Suisse, particulièrement sur les engins qui volent au-dessus de l'eau. Donc, j'ai la chance d'être encore bon pour le service, en tout cas sur le marché du travail. Bon, écoutez, on va suivre ça avec beaucoup d'attention et beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Loïc Perron. Merci. On vous souhaite une très bonne journée et puis on espère à très vite sur la mer. À bientôt.